Donc, on va commencer la chirurgie et les reconstructions des sarcomes des tissus mous des membres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ces grandes règles chirurgicales, là, je traite les sarcomes des tissus mous des membres parce que ce sont les proportionnellement, ça représente 50% des sarcomes, mais finalement, ces règles restent les mêmes, quelle que soit la localisation. Ah, ça passe pas. Ça commence bien. Donc, le problème des sarcomes des tissus mous des membres, c'est que le diagnostic est souvent méconnu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et que ça aboutit à des gestes qui sont inadaptés et qui peuvent compromettre un traitement conservateur ultérieur. Et en fait, c'est cette première chirurgie qui détermine l'avenir du patient. Il y a une étude qui a été faite par Isabelle Récocard de Lyon sur l'ensemble des patients qui étaient registrés comme ayant un sarcome. Et en fait, la chirurgie initiale est dans près de la moitié des cas inadaptée, ce qui impose éventuellement des reprises, alors que finalement, au fur et à mesure qu'on évolue dans le parcours patient, on s'aperçoit que la radiothérapie, elle, est conforme dans 80% des cas et la chimiothérapie dans 94% des cas. Donc, il y a un gros levier d'amélioration sur le temps chirurgical. Donc là, vous voyez, c'est un exemple d'un patient qui avait une tumeur initiale superficielle de 6 cm. Donc après une microbiopsie, c'est vraiment très facile de faire une chirurgie adaptée. Exérèse marginale, réexcision par un chirurgien non spécialiste sans aucune imagerie, réévolution rapide. Et là, alors que c'est un grade 1, le patient a de la chimiothérapie, donc vraiment une mauvaise indication. Et finalement, quand on rencontre le patient, c'est l'IRM de droite, là où on a une énorme récidive multifocale qui infiltre les muscles alors qu'au début, elle était localisée. Et donc, on a fait une radiothérapie préopératoire. C'est une bonne indication. On est près d'une articulation en haut. Il va y avoir un lambeau de reconstruction. Donc, c'est vraiment typiquement une bonne indication de radiothérapie préop. Et ensuite, on a fait une exérèse très large avec une reconstruction par lambeau. Donc vraiment une chirurgie beaucoup plus agressive que ce qu'on aurait pu faire au début. Alors je vous enverrai toutes les guidelines. Donc bien entendu, il faut suivre les guidelines des sarcomes des tissus mous qui sont publiés tous les 2 ans. Et en fait, je le répète, c'est imagerie adaptée, biopsie sous échographie ou sous scanner, un bilan d'extension avant de faire une chirurgie, surtout si elle est mutilante, les RCP, et la chirurgie doit être au mieux faite par un chirurgien entraîné à cette maladie. Et globalement, les patients qui ont une RCP, ça c'est l'étude de Jean-Yves Blais sur la base du groupe Sarcome français, les patients qui ont une prise en charge multidisciplinaire avec une RCP dès le début ont une meilleure survie. Alors, une fois que la RCP collecte toutes les données informatives, en fait, c'est relativement simple. Soit si on a affaire à une tumeur de bas grade, superficielle, pas très grosse, chirurgie non mutilante, et dans ce cas-là, on s'orientera vers une chirurgie première. Et dans les autres cas, en particulier si c'est des tumeurs de haut grade qui grossissent rapidement, qui sont potentiellement mutilantes, on discutera les traitements néoadjuvants en fonction de la présentation. Et puis, s'il y a eu une biopsie excisionnelle, on discutera une radiothérapie, on discutera une réexcision parce que la radiothérapie ne pallie pas une chirurgie inadaptée. Donc, par exemple, je prends des exemples caricaturaux. Là, c'est un patient à gauche qui a une deuxième récidive en territoire irradié d'un MPNST. C'est typiquement une bonne indication de perfusion de membres. C'est des tumeurs pas très chimiosensibles. La patiente a déjà été radiée. Là, on voit bien que la tumeur infiltre les vaisseaux, le nerf sciatique. Enfin, c'est une bonne indication de perfusion de membres. Celui du milieu, c'est un sarcome de haut grade qui a été drainé. Et donc, la tumeur sort par la cicatrice. C'est une bonne indication de chimiothérapie néoadjuvante. Et à droite, c'est un liposarcome myxoïde sans cellules rondes. Et là, c'est localement évolué. C'est une très bonne indication de radiothérapie préopératoire. Après, vu la localisation sur les vaisseaux fémoraux et une exérèse qui va exposer ces vaisseaux dans une cicatrice où il y aura une grosse perte de volume, là, typiquement, il faut envisager un lambeau de reconstruction. Je dis ça pour les chirurgiens. Et donc, en fait, le pré-op versus post-op, on en rediscutera lors du séminaire Oncomède. Tous les malades ne relèvent pas de préopératoire ou de post-opératoire. Par exemple, le post-opératoire, si on l'a dit hier, si on ne sait pas très bien quel est le grade, éventuellement,
on discutera du post-opératoire. S'il y a des très hauts risques de complications chirurgicales avec du préopératoire, on fera plutôt du post-opératoire. Par exemple, les sujets très âgés qui ont une peau très fragile, ce n'est pas des bonnes indications de préopératoire. Là, vous avez un exemple en bas où, de toute évidence, il y aura un lambeau de reconstruction, un pontage. Enfin, c'est typiquement des meilleures indications de préopératoire. Par contre, il faut mettre un lambeau de reconstruction parce que si on fait du préop là-dessus sans lambeau de reconstruction, il va y avoir des gros problèmes. Alors, comme l'a dit Cécile Le Péchou hier, en fait, jusqu'aux années 80, le standard chirurgical était l'amputation et il y a eu une étude randomisée de 40 patients qui a comparé l'amputation versus une chirurgie conservatrice plus radiothérapie et les survies globales étaient les mêmes. Donc, progressivement, on a développé des traitements conservateurs et on a montré que le contrôle local était amélioré avec ces traitements conservateurs associés à de la radiothérapie, en particulier pour les grades 2 et 3. Alors, la chirurgie, ça ne peut pas être une énucléation parce qu'en fait, il y a, même si la lésion paraît bien limitée radiologiquement, en fait, il y a un front de cellules tumorales. Il n'y a pas de vraie capsule. Il y a des cellules tumorales qui vont un petit peu à distance de la masse principale. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire une exérèse dite large. Alors, on verra après que ça a un côté un peu ambigu, large. Ceci d'autant qu'il y a une extension longitudinale de ces tumeurs et donc on fera une exérèse en passant dans des tissus sains et c'est pour ça qu'il faut une biopsie avant parce qu'il n'y a aucune raison de faire une chirurgie large si on a affaire à une tumeur bénigne. Et donc en fait, le large, c'est pas l'impression du chirurgien. À la limite, une amputation peut ne pas être large si au niveau de la tranche de section supérieure de l'amputation, il y avait des cellules tumorales, elles seraient considérées comme marginales. Alors, le problème, c'est que contrairement à par exemple, des mélanomes, où finalement la marge, c'est toujours de la peau et on peut mieux définir la quantité qu'il faut, là, en fait, on peut avoir du mus, des aponevroses, de la graisse, et donc c'est très difficile d'être dogmatique. Ce qu'on peut dire, c'est que le pronostic est lié à la marge minimum, donc même si vous avez 3 cm en haut, en bas et 0 mm à l'intérieur, le pronostic sera lié à la marge interne. Et en fait, ce qui compte, c'est à la fois la quantité et la qualité du tissu qui constitue la marge et éventuellement le fait que le patient a reçu des traitements préopératoires. Alors, les facteurs de risque de récidive, ils sont bien connus de longue date. Hein. C'est évidemment le fait d'opérer une récidive, le haut grade, la situation profonde et surtout les marges positives. Alors que les facteurs de risque de récidive métastatique, c'est essentiellement le haut grade. Donc là, je vous donne un exemple de tumeur dite compartimentale, c'est-à-dire qu'elle est située dans un muscle, en l'occurrence le biceps. Là, c'est très facile de faire une exérèse carcinologique. On va enlever le compartiment en passant en dehors de l'aponévrose des deux chefs du biceps. Et donc, vous voyez là la pièce opératoire. En fait, on ne voit pas la tumeur. Et d'ailleurs, on ne va pas l'ouvrir au bloc parce que ça va gêner les pathologistes pour faire l'analyse des marges. On envoie la pièce orientée sur un liège. Et vous voyez, en fait, là, la marge minimum, elle est là. Et le pathologiste va donner la quantité en millimètres. Et on est toujours déçu chirurgicalement parce que si on a 1 cm de marge en péropératoire, une fois que la pièce est fixée, il n'y en a plus que 5. Et si peu qu'il y ait une petite infiltration des tissus qu'on ne voyait pas macroscopiquement, on se retrouve avec 2 mm. Donc là, c'est des exemples, vous voyez, qui montrent pourquoi il faut passer à distance. Là, vous voyez cette tumeur qui est sous l'aponévrose du deltoïde. Elle a l'air parfaitement bien limitée. Là, vous voyez l'aspect de la pièce opératoire. C'est pareil, on a l'impression que c'est bien limité. Et en fait, il y a une infiltration dans les tissus musculaires. Et donc, c'est évident que si on passe au ras de la tumeur, on va laisser tous ces reliquats microscopiques. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut passer à distance. Alors, ça a un côté arbitraire parce qu'effectivement, à distance, ça va dépendre du tissu considéré, des traitements préopératoires et surtout de la variété histologique. C'est-à-dire qu'on ne fera absolument pas la même chose pour un myxofibrosarcome dont on a vu hier qu'il y avait une extension le long des aponévroses. On prendra beaucoup plus large que si on opère, par exemple, un légumiosarcome. Mais c'est un côté arbitraire.
Donc là, vous voyez une tumeur où là, la marge, elle va être ici, du périoste et de l'aponévrose. Et donc là, vous voyez la pièce opératoire, donc partout des marges relativement, là c'est la peau, donc on ne peut pas aller plus loin. Et là, en fait, c'est de l'aponévrose. Et là, vous voyez, la marge est constituée d'aponévrose. C'est un patient qui avait eu une radiothérapie préopératoire parce qu'il était âgé et donc on n'avait pas discuté chez ce patient de chimiothérapie néoadjuvante. C'était un UPS, hein, je crois. Alors, en fait, les marges, elles vont être définies. Alors, il y avait plusieurs classifications, la R plus 1 mm, la R classification de l'USCC et la classification de Toronto. En fait, celle qu'on utilise, parce qu'elle est la plus discriminante entre R0, R1 et R2, c'est la classification de l'USCC qui est à gauche. Donc R0, ça veut dire que partout les marges sont saines et le pathologiste donnera la marge minimum en millimètres et le tissu qui la constitue. R1, ça veut dire qu'on a des cellules tumorales au bord, donc l'exérèse peut être complète, mais elle est marginale par point. Et R2, c'est le chirurgien qui le précise, ou l'IRM post-opératoire qui montre qu'il y a des reliquats macroscopiques, parce que le pathologiste, lui, ce qu'il verra, c'est le fait qu'il y a de la tumeur au bord. Alors, ce qui est intéressant dans la classification de Toronto, c'est quand même que les patients qui ont eu une chirurgie marginale, mais planifiée, le chirurgien a décidé de garder, par exemple, l'artère fémorale. Il est passé dans l'adventisme, mais on est vraiment très près. On est quasiment R1, mais c'est planifié. Et vous voyez que ces patients ont un risque de rechute qui n'est pas très différent des patients qui sont R0. Et donc, ça légitimise le fait de garder les vaisseaux fémoraux et les nerfs en passant dans leur adventice ou leur épinèvre et de ne pas faire d'exérèse systématique vasculaire si le vaisseau ne rentre pas d'un côté de la tumeur et en sort de l'autre. Donc ça incite à être conservateur sur les structures nobles si elles ne rentrent pas dans la tumeur. Alors, il y a bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette exérèse, elle va dépendre de la nappate, mais c'est très difficile d'être dogmatique parce que c'est très difficile de dire, bah voilà, pour un sarcome épithélioïde, je vais prendre le temps, c'est pas possible, il n'y a pas assez de patience, c'est rétrospectif. Mais donc, arbitrairement, il y a des tumeurs où on fera moins large. Par exemple, les tumeurs, les liposarcomes bien différenciés qui sont appelés au niveau des tumeurs périphériques, tumeurs adipeuses atypiques, eh ben, on passera en extracapsulaire, mais on n'enlèvera pas forcément du tissu musculaire, sauf si la tumeur, par exemple, est en fer à cheval autour, par exemple, du biceps ou d'un muscle et qu'on ne peut pas l'enlever de manière monobloc sans enlever le muscle. Parce que souvent ça passe en fer à cheval autour d'un muscle. Donc, voilà, mais globalement, on peut passer en extracapsulaire. Ce n'est pas tout à fait la même exérèse qu'un lipome. Donc, il faut faire attention qu'on fait moins large pour une tumeur adipeuse atypique, mais il faut quand même faire du monobloc extracapsulaire. Voilà. Et puis, au contraire, il y a des tumeurs comme les myxofibrosarcomes avec la fameuse extension le long des aponévroses dont a parlé Michel Cagne hier. Bah là, on fera arbitrairement plus large. On essaiera d'enlever toute l'extension le long des aponévroses et donc arbitrairement on fait plus large, mais toutes les tumeurs qui sont multifocales comme par exemple les sarcomes épithélioïdes, on fera plus large, c'est-à-dire qu'on passera beaucoup plus à distance, mais c'est très difficile d'être dogmatique parce que on peut pas dire bah, il faut 2 cm ou voilà, globalement ce qu'il faut pour un sarcome, c'est avoir des marges saines. Alors si on les a pas, après, on discutera éventuellement une reprise d'exérèse élargie. Alors, la technique, je dirais qu'elle peut s'appliquer quelles que soient les localisations. On fera une incision dans l'axe du membre. Si c'est par exemple une tumeur superficielle du thorax, eh ben, on la fera dans l'axe des côtes. Enfin, il faut être logique, c'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, si ça rechute de manière plus profonde, je dois pouvoir faire l'exérèse correctement. On circonscrit la cicatrice de biopsie si c'était une biopsie chirurgicale. Il y en a de moins en moins, mais il y a encore des biopsies exérèses. Et donc là, s'il y a une voie d'abord chirurgicale, il faut la reprendre. Et donc, ça peut imposer parfois des reconstructions. On commence par repérer les axes vasculo-nerveux qu'on veut garder. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'enlève pas un nerf ou une artère si elle n'est pas dans la tumeur. Donc,
pour pouvoir les disséquer correctement, bien évidemment, il faut une incision dans l'axe du membre. En fait, il faut opérer sans voir la tumeur. On passe à distance, on ne dissèque pas la tumeur, ce n'est pas une énucléation. Et en plus, si on disséquait la tumeur, on prendrait le risque de l'ouvrir. Donc, pas d'effraction tumorale. Si on ouvre la tumeur, c'est vraiment terrible parce que ce n'est pas une rechute, c'est une poursuite évolutive. Donc, vraiment, c'est très problématique s'il y a eu une effraction tumorale. On ne fait pas de curage ganglionnaire systématique. En fait, dans les sarcomes qui donnent des adénopathies, on discutera éventuellement une exérèse de ces adénopathies, mais on ne fait pas de curage systématique. Il faut bien envoyer la pièce orientée sur un liège de manière à ce que l'anatomopathologiste puisse donner des marges, sinon il ne pourra pas. Il faut mettre les drainages à proximité parce que si jamais le patient rechute, il faut réséquer les orifices, enfin les trajets de drainage, et on le met évidemment dans l'axe de la cicatrice pour que ça puisse être pris. Il ne faut pas mettre le drainage perpendiculaire, ça c'est valable aussi pour le thoracique. Il vaut mieux mettre les drains dans l'axe de la cicatrice et pour les membres vers le bas, parce que si jamais le patient rechute et qu'il faut faire une désarticulation ou une amputation, si on a mis le drain vers le haut, on reporte plus haut la cicatrice d'amputation. Et évidemment, il faut fermer au besoin par un lambeau de couverture. Et ce qui a permis d'élargir les indications de traitement conservateur, c'est très clairement la collaboration avec les chirurgiens plastiques. Donc là, c'est un exemple de sarcome des adducteurs. Donc, je vous montre le parcours, l'incision qui reprend une éventuelle cicatrice de biopsie préalable. On passe d'emblée à distance des chefs musculaires, on palpe la tumeur qui est à l'intérieur des adducteurs et on passe d'emblée à distance. C'est en extra-compartimental. On dissèque les vaisseaux fémoro-superficielle en passant éventuellement, alors là il n'y a pas à passer dans l'adventice puisqu'on va avoir la cloison intermusculaire interne comme marge. Voilà, on lève le chef musculaire, la pièce est envoyée orientée en anatomopathologie, le pathologiste ancre ses berges et vous voyez la tumeur est bien compartimentale et on est à distance des berges qui seront précisées par le pathologiste. La fermeture et évidemment une rééducation très précoce. Le patient a un appui dès le lendemain et on commence la rééducation dès le lendemain. Ça, c'est hyper important. Pas d'attelle, vraiment le patient est rééduqué très vite de manière à ne pas s'enraidir. Alors, les lambeaux de reconstruction permettent de traiter de manière conservatrice des récidives en territoire irradié. Ça permet de couvrir les axes vasculaires ou les pontages, en particulier quand il y a eu une radiothérapie préopératoire, parce que si vous avez l'axe fémoral qui est pend comme un fil électrique dans votre cicatrice, il n'y a que la peau dessus, il y a eu de la radiothérapie préopératoire, il y a 35% de risque de désunion cutanée, de complications, et si l'artère reste à l'air pendant 24 heures, elle va se rompre. Donc vraiment, il ne faut pas oublier de mettre un lambeau de couverture qui permet de couvrir les axes vasculaires et des espaces morts importants. Voilà. Alors, l'avantage du lambeau libre, c'est éventuellement de ne pas mettre en contact le champ opératoire où il y avait la tumeur et puis le site où on prélève le lambeau. Donc, ça diminue potentiellement l'aire d'irradiation. Mais comme maintenant, on fait surtout du préopératoire dans ces indications de reconstruction, finalement, c'est un petit peu moins vrai. Bon. Donc là, vous voyez des exemples. Là, à gauche, vous avez une patiente qui avait un MPNST, donc de la racine de la cuisse qui prenait l'arcade crurale et la terminaison des muscles obliques. Donc là, vous voyez, le derme est infiltré, donc c'est une exérèse transfixiante de cette partie distale des muscles obliques et de l'arcade et de la racine de la cuisse. Là, vous avez le site opératoire qui expose les vaisseaux. C'est évident qu'on ne peut faire cette exérèse que si on a une reconstruction. En l'occurrence, là, c'est une reconstruction par un lambeau libre. C'est des chirurgies qui ne sont pas possibles s'il n'y a pas une reconstruction. Donc, ça permet de rendre opérable un patient qui sinon ne le serait pas. Et là, vous avez l'exemple de cette patiente qui a eu une perfusion de membre, ce qui permet de faire une exérèse large avec les vaisseaux. Là, il y a un pontage et accessoirement aussi le sciatique qui était dans la tumeur. C'est d'avoir une reconstruction. Là aussi, c'est une reconstruction par lambeau libre. Et puis, ça permet la chirurgie en territoire irradié
Donc là, vous voyez, c'est une patiente qui avait un sarcome de la partie proximale de la cuisse s'étendant au-dessus de l'arcade. C'était un UPS. Le patient avait eu une chimiothérapie néoadjuvante avec une progression et une radiothérapie préopératoire. Là, c'est typiquement des patients. On ne peut pas enlever la tumeur avec les vaisseaux si on n'a pas une reconstruction par lambeau, parce que c'est évident que sinon ça va se compliquer et aboutir à à des complications graves. Donc c'est vraiment des patients qui doivent être pris en charge de manière multidisciplinaire, à la fois radiothérapeute, oncologue et chirurgien, mais aussi entre les spécialités chirurgicales. Là, c'est un patient, on verra peut-être le cas clinique plus tard, à qui on a fait l'exérèse en bloc avec les vaisseaux fémoraux, un pontage et une couverture par un lambeau, de manière à couvrir le pontage. Si vous ne couvrez pas le pontage, vous aurez des complications avec des ruptures vasculaires graves. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, c'est la patiente. Vous voyez, on a reconstruit l'arcade par un lambeau. Là, il y a le pontage. Alors après, on peut discuter si le pontage est anatomique ou extra-anatomique. Et puis là, on avait mis un lambeau de couverture de type Taylor, vous voyez la cicatrice là, pour couvrir la perte de substance et donc l'axe vasculaire. C'est vraiment important parce que c'est dommage de faire une bonne chirurgie et d'avoir des complications graves. Ça permet aussi de couvrir ces lambeaux, de couvrir l'os. On ne peut pas laisser la peau sur un os qu'on a dépériosté. On risque une infection osseuse et donc une fracture ensuite. Donc là aussi, vous voyez, c'est un patient qui avait un sarcome, liposarcome myxoïde, qui avait reçu une radiothérapie préopératoire compte tenu du sous-type et du caractère évolué. Et donc, on avait mis en place un lambeau, en l'occurrence là, de jumeaux, avec un lambeau musculaire pur avec une greffe cutanée. Et puis, ça permet de couvrir les axes vasculaires. J'insiste parce que c'est vraiment important. Là, c'est un patient qui avait ce sarcome de la racine de la cuisse. Vous voyez, les vaisseaux fémoraux sont exposés. Si vous laissez ces vaisseaux dans la cicatrice et que la cicatrice se désunit, les vaisseaux vont se rompre. En 24 heures, une artère qui est dans une cicatrice désunie, elle se rompt. Et donc, c'est hyper important de couvrir par des lambeaux de manière à éviter ce type de complications, a fortiori si le malade a eu du préopératoire. Et là, c'est une bonne indication de préopératoire parce que vous êtes près d'une articulation et il va y avoir une reconstruction. Donc, pour le radiothérapeute et pour le patient aussi, c'est beaucoup mieux d'avoir du préopératoire. Et puis, ça permet de couvrir ces lambeaux permettent de couvrir des espaces morts importants. Là, vous voyez, c'est un patient qui avait un très gros sarcome des muscles adducteurs et localement évolué. Donc, on avait fait l'exérèse qui entraîne une perte de substance très importante. C'est typiquement des chirurgies qui ne sont possibles que si on a une couverture par un lambeau. En l'occurrence, c'était un lambeau libre. Alors, un petit mot des perfusions de membres isolés sous circulation extracorporelle. Il y a eu une question hier. C'est une technique qui permet d'avoir des fortes doses de médicaments dans le membre. Ce n'est pas tout à fait les mêmes médicaments qu'en systémique. On fait du melphalan et du TNF. Le melphalan n'est pas vraiment une drogue sarcome, mais en fait, le TNF augmente la perméabilité membranaire à ces drogues. Et c'est ce qui donne à l'heure actuelle les meilleurs taux de réponse histologique complète. Donc, on dépasse la dose maximum tolérable. Du coup, on canule les vaisseaux par des canules qu'on relie à la pompe de circulation extracorporelle. Il y a un garrot qui est mis à la racine du membre, donc du coup, la jambe est isolée. Et puis, une fois que ça se fait en hyperthermie, une fois qu'on arrive à 38-38,5 dans le membre, on injecte les médicaments, on met le TNF, ensuite on met le melphalan. Ça tourne pendant 1 heure. Ensuite, on lave le membre parce qu'il y a des doses de chimio importantes dedans, donc on ne peut pas lever le garrot comme ça. Donc, il y a une petite perte sanguine. Et voilà. Et c'est ce qui donne à l'heure actuelle les meilleurs taux de réponse. Là, vous voyez une étude qui avait colligé toutes différentes études d'ILP. Globalement, il y a à peu près, on va dire, 20% de réponse complète. Donc, ça permet chez des patients qui relèveraient d'une amputation qu'on veut éviter parce que pour différentes raisons, par exemple, ils ne veulent pas l'amputation ou ils sont métastatiques ou enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on veut éviter une amputation. Si le pôle supérieur de la tumeur est compatible avec la mise en place des canules et du garrot, c'est des indications à discuter. Alors, le problème, c'est il y a quand même un certain nombre
de chirurgie qui sont inadaptés. Et donc, il faudra vérifier la qualité de l'exérèse. Et donc, pour ça, il faut le compte-rendu opératoire, l'IRM post-opératoire qui permettra de voir s'il y a un reliquat macroscopique et qui permettra de voir jusqu'où allait la cicatrice d'exérèse. Est-ce que c'était une tumeur superficielle? Est-ce que la cicatrice va dans le muscle? Parce que parfois, on n'a pas d'imagerie préopératoire. Donc, l'imagerie post-opératoire en montrant la cicatrice, les zones inflammatoires, ça permet de voir ce qu'il faut éventuellement reprendre. Et puis surtout, donc, il faut la relecture, mais il faut le compte-rendu histologique initial, parce que c'est celui qui fait la relecture, il aura un bloc, il ne peut pas dire si la tumeur a été ouverte ou non. Et donc, il faut récupérer le compte-rendu anapathe original. Et quand je dis original, ce n'est pas un courrier qui dit la pièce a été enlevée, c'est le compte-rendu du pathologiste. Hein. Donc, il y a un travail de récupération des documents pour voir, là, en l'occurrence, si la pièce elle est arrivée en un morceau ou si le pathologiste a eu des miettes. Parce que s'il y a eu des miettes, il faudra reprendre le patient, c'est sûr. Alors après, donc le standard, si la chirurgie est non planifiée, c'est de reprendre le patient. Après, il y a eu une étude qui a été faite au sein du groupe Sarcome français. C'est sûr que les patients qui ont eu une énucléation, c'est-à-dire qu'on peut confirmer qu'il n'y a pas eu de défraction de la tumeur, si on ne les reprend pas, que l'exérèse était marginale, il y a évidemment beaucoup plus de rechute locale. Par contre, le risque métastatique, finalement, n'est pas très différent. Et donc, c'est vrai que c'est une option, ça se discute avec le malade. Éventuellement, s'il a eu une énucléation, qu'il n'y a pas de reliquat macroscopique, que c'est bien une énucléation et pas une fragmentation, on peut discuter de le surveiller et de le reprendre à la rechute. L'avantage de reprendre à la rechute, c'est que c'est beaucoup plus facile que de faire une reprise à l'aveugle. Et dans ce cas-là, on fait la totale, entre guillemets, à la rechute. C'est-à-dire qu'on ne va pas irradier le patient en post-op, on le surveille. Si c'était un haut grade, il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup pour qu'il rechute. Si c'était un bas grade, il a une chance sur deux de rechuter à 5 ans. Et ça lui fait éventuellement toute cette durée-là où il n'aura pas une chirurgie beaucoup plus large et avec les inconvénients fonctionnels éventuellement que ça peut poser. Donc ça se discute. Il faut un patient cortiqué, évidemment, qui comprend bien qu'il doit être surveillé. D'ailleurs, les Italiens qui ont montré que le fait qu'il y ait un reliquat microscopique dans la pièce ou non, ça ne modifie pas la survie globale des patients. Donc finalement, le fait qu'il y ait un reliquat, on ne peut pas vraiment démontrer que ça impacte la survie globale. Ce qui impacte la survie globale, finalement, c'est la biologie, c'est-à-dire le fait qu'on a affaire à une tumeur de haut grade ou non. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le taux de rechute locale était très élevé dans les années 90, on va dire, mais maintenant, et là, vous voyez deux études françaises, le taux de rechute locale, il doit être de moins de 10% et à 5 ans. Et vous voyez que la survie globale, si vous prenez tout sarcome confondu, elle est de 75% et de 75%. Là, vous voyez, à 10 ans, là, c'est une étude multicentrique qui avait repris des patients français, italiens, canadiens et quelques US. Et vous voyez que tout compris, la survie globale à 10 ans, alors évidemment, il y a des très grandes variabilités, suivant que vous faites un rhabdomyosarcome gliomorphe ou un liposarcome. Mais tout compris, c'est 73%, 75%, ce qui est quand même pas mal. Et c'est cette étude qui a servi pour Sarculator, donc qui est une application dont a parlé Axel. Je vous conseille de la télécharger. C'est Sarculator. Ça permet d'avoir une bonne évaluation du risque métastatique et la survie globale en fonction de la taille, du grade, de la localisation. Donc ça, on l'a déjà vu hier. La chirurgie faite dans un centre de référence améliore la survie globale. C'est une évidence. Et donc, pour conclure, une imagerie adéquate, la biopsie percutanée, le bilan d'extension et la RCP préopératoire. Il faut évidemment tenir compte du terrain dans la stratégie thérapeutique. Je dis ça en particulier pour le choix de la radiothérapie préopératoire ou post-opératoire. Une exérèse large et malheureusement, on ne peut pas définir exactement combien il faut parce que ça dépend totalement de ce qui constitue la marge, du sous-type histologique. On fera plus large pour des tumeurs multifocales comme par exemple les angiosarcomes ou les épithélioïdes.
alors qu'on fera moins large pour un liposarcomie indifférencié. Ce qu'il faut, c'est des marges saines, voilà, avec la classification UCC qui permet de définir le R0, c'est-à-dire marge saine, indépendamment de la quantité de marge, surtout pas d'effraction tumorale. S'il y a une effraction tumorale, il faudra reprendre le patient et anticiper les reconstructions, c'est absolument fondamental parce que sinon on s'expose à des complications importantes. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce topo? Il y a des questions? La chimiothérapie préopératoire, est-ce que ça modifie votre geste comme pourrait le faire la radiothérapie préopératoire? Alors, oui, parce que par exemple, les pushing sarcomas qui vont diminuer de taille, hein, la chimiothérapie néoadjuvante dans l'essai d'Alessandro Conchi, c'est 10% de progression, 10% de réponse objective, 80% de stabilité. Donc, les 10% de réponse objective pour les pushing sarcomas, finalement, on va gagner effectivement. Ça va faciliter le geste opératoire parce que les tissus vont se décomprimer et on aura plus facilement des marges saines. Après, comme je l'ai dit hier, il y a toujours un biais de présentation dans les topos, c'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, il y en a 10% qui progressent, 10% qui ont une réponse objective, et ce qu'on voit dans les diaporamas, c'est toujours les 10% de réponse objective. Après, comme l'a dit Axel hier, dans des situations défavorables où la tumeur pousse très vite, comprime les vaisseaux fémoraux, certains sous-types histologiques, hein, le synoviosarcome par exemple, chez un sujet jeune, on fera de la chimiothérapie néoadjuvante et effectivement, ça peut quand même faciliter grandement le geste opératoire et améliorer la qualité des marges. Bonjour. Excusez-moi, dans quel délai est-ce que vous proposez de faire l'IRM post-opératoire pour avoir une imagerie la plus pertinente? Alors, ça dépend. Si c'est un patient qui est opéré en centre, qu'on a des bonnes marges et que la question du reliquat macroscopique ne se pose pas, on fait le contrôle. Si c'est un haut grade, à 4 mois. Si c'est un bas grade, à 6 mois. Comme vous le savez, il n'y a pas de standard de surveillance et donc cette surveillance, elle est recommandée dans les standards que je vous enverrai d'ailleurs et donc elle dépend essentiellement du grade de la tumeur. Donc on fera plus une surveillance plus rapprochée si c'est un haut grade. Si c'est un patient qui a eu une whoop surgery, moi je vois le patient, je demande l'IRM. Et le temps qu'il ait son IRM, il va se passer une quinzaine de jours et ça me permet de voir s'il y a un reliquat macroscopique, on le voit très bien sur l'IRM. Si c'est micro, évidemment, on ne le verra pas. Et ça me permet aussi de voir exactement où allait la cicatrice parce que comme une fois sur deux, ils n'ont pas eu d'imagerie avant, ça me permet de voir si c'était superficiel, si la cicatrice allait dans les muscles et lesquels, enfin voilà. Et donc, dans ce cas-là, une chirurgie non planifiée, je fais l'IRM en gros en post-op quand je vois le malade. Mais en général, on le voit, il a déjà eu l'anapathe, donc il s'est passé 15 jours. Le temps que je le vois, ça fait 3 semaines. Le temps qu'il ait l'IRM, 4 semaines, et c'est bon, quoi. Donc, je fais la demande quand je vois le patient en consultation. Sylvie, hier, on a parlé de la chirurgie après la radiothérapie, où Cécile a dit entre 3 et 8 semaines. Souvent, c'est plutôt entre 5 et 7, quoi. Et pour toi, après la chimio première, après la chimio première, en général, je fais ça entre 3 et 4 semaines après la chimiothérapie, de manière à ce que les paramètres biologiques soient adéquates. Par contre, la radiothérapie, en fait, c'est 4 à 6 semaines après. En fait, je vois le patient en fin de radiothérapie parce que pour des raisons d'organisation, parce que si je le vois un mois après, moi, j'ai pas le temps de m'organiser correctement. Donc, je le vois en fin de radiothérapie. S'il y a une toxicité cutanée modérée, une petite épithélite, je sais qu'à 4 à 6 semaines, il sera bon à être opéré. S'il y a une toxicité plus importante, éventuellement, je décale un petit peu. Je ferai plutôt 6 semaines. Comme l'a dit Cécile hier, pas après 2 mois quand même. Hein. Donc, mais c'est exceptionnel qu'on doive, globalement, avec les techniques de radiothérapie actuelles, c'est bien rare qu'on ait des épithélites importantes. Merci d'avoir précisé.